La nuit lyonnaise s'étirait sous un ciel teinté de violet et de gris, et souvent quand je rentrais chez moi le long des quais, je voyais la ville endormie, mais je sentais que des choses se passaient, des secrets que seul le silence de la nuit pouvait garder. Entre les lumières, qui se reflétaient sur la Saône, et les ombres des vieux bâtiments, je me disais qu'il y avait partout des histoires cachées, des choses que l'on ne voyait pas au premier regard, un peu comme ma propre histoire, celle qui me rongeait de l'intérieur. Une détective privée, j'avais vu passer des choses sur les réseaux sociaux, son nom, Clara de l'agence Une détective, elle parlait de carnets toujours ouverts de signes que seuls les initiés reconnaîtraient de chaque rue de Lyon, ou d'ailleurs Paris-Genève possédant sa vérité masquée. J'aimais cette idée, cette traque des secrets, j'aurais aimé avoir cette capacité de voir au-delà des apparences pour comprendre ce qui m'est arrivé, cette chose qui avait bouleversé ma vie simple de jeune femme de 24 ans vivant encore chez mes parents dans un appartement. J'étais Camille, une fille plutôt ordinaire, j'étudiais, j'avais un petit boulot, je voyais mes amis, mais une partie de mon monde s'était effondrée, et cela concernait des canapés. Oui, des canapés, cela peut sembler ridicule, mais pour moi c'était bien plus que de simples meubles. Dans notre salon, il y avait toujours eu ces deux vieux canapés en velours côtelé d'une couleur indéfinissable entre le beige et le vert olive. Il était là depuis que j'étais toute petite, mes parents les avaient achetés. Il y a plus de 20 ans, il était usé, mais il portait les traces de notre vie, les siestes du dimanche, les discussions interminables, les moments où mes grands-pères, mon parrain ou ma grand-mère, qui ne sont plus là, s'étaient assis dessus, en me tenant bébé dans leurs bras, leur odeur familière, leur confort parfait étaient des encres dans mon passé. Mais un jour, mon oncle, le père de ma mère, un homme d'affaires très riche et très imposant, est venu nous rendre visite. Il avait décidé de changer son mobilier de salon, et il nous a proposé des canapés neufs, immenses, ultra-modernes, au design douteux à nos yeux, et d'une valeur absurde de 70 000 $, a-t-il lancé avec un rire gras comme si c'était une somme dérisoire. Mes parents, trop polis, trop impressionnés, trop incapables de dire non même si notre appartement n'était pas un château, et qu'il n'y avait absolument pas de place pour ces mastodontes, ont accepté. Et pour faire de la place, il a fallu tout réorganiser dans le salon, jeter à contre-cœur une grande armoire ancienne, dans laquelle nous rangions des objets sentimentaux, des photos, des lettres, des souvenirs précieux de famille. Les nouveaux canapés sont arrivés, ils étaient rigides, inconfortables, froids, ils ne ressemblaient en rien à nos vieux amis de velours, et le salon, qui avait toujours été un lieu de refuge chaleureux, est devenu un espace étrange mal agencé qui ne nous ressemblait plus. Le pire, c'est qu'il a fallu se débarrasser de nos vieux canapés. Ma tante, la sœur de mon père qui travaille dans le même magasin de meubles, où mes parents les avaient achetés, il y a si longtemps, a proposé de les prendre prétextant qu'elle leur trouverait une bonne place. J'ai supplié mes parents de ne pas les laisser partir, j'ai expliqué l'attachement que j'avais pour ces meubles, les souvenirs qu'ils représentaient, la présence de nos défunts proches qu'ils évoquaient. Mais mes parents ont été obstinés, ils ont dit que c'était de vieux trucs, qu'il fallait faire de la place pour le neuf, que l'offre de l'oncle était trop belle pour être refusée. Ils ont balayé mes sentiments d'un revers de main, comme si je n'étais qu'une enfant capricieuse. À 24 ans, entendre que mes sentiments n'étaient pas importants, et que je ne comptais pas dans les décisions, cela m'a brisé le cœur et mis en colère. Ils ont donné mes canapés, mes précieux canapés, à ma tante sans même me regarder. C'était le début du problème, une trahison, une blessure profonde, qui allait au-delà de simples meubles. La colère et le chagrin m'ont envahi. Je ne pouvais pas supporter la vue de ces nouveaux canapés prétentieux, qui avaient volé la place de mes souvenirs. Dans un accès de rage puérile, mais ô combien satisfaisant sur le moment, j'ai enlevé mes chaussettes, j'ai marché pieds nus, dans la poussière et les saletés de l'appartement avant de prendre ma douche ce jour-là, et j'ai piétiné avec mes pieds intentionnellement sales les coussins des nouveaux canapés. C'était stupide, je le sais, mais cela m'a donné un minuscule sentiment de revanche immédiate, une façon de laisser ma marque sur ces intrus. Mais cela n'a pas duré, la colère est vite revenue plus forte. J'ai essayé de parler à nouveau à mes parents, calmés, ma voix expliquait rationnellement pourquoi ces canapés étaient importants, mais ils sont restés sur leur position. Ils étaient vieux, Camille, il fallait changer. Ton oncle a voulu nous faire plaisir, tu devrais être reconnaissante. C'est juste un canapé, voyons, tu exagères. Chaque phrase était une nouvelle pique, une nouvelle confirmation qu'il ne comprenait pas ou ne voulait pas comprendre. J'ai contacté ma tante, j'ai essayé de savoir ce qu'elle avait fait de mes canapés. Elle a été évasive, a dit qu'elle les avait donnés à des œuvres de charité, puis qu'elle les utilisait dans sa maison de campagne. Ses réponses changeaient, et je sentais qu'elle mentait. L'idée a germé de les racheter. J'avais lu des histoires de personnes qui retrouvaient des objets perdus ou vendus dans des brocantes ou des dépôts-ventes. J'ai commencé à économiser sur mon petit salaire en vue de mon nouveau travail, qui allait bientôt commencer. Je fantasmais sur le jour où j'aurais assez d'argent pour retrouver ces canapés, peu importe où ils étaient, et les stocker dans un endroit secret juste pour moi.
J'imaginais déjà la scène des années plus tard quand j'aurai ma propre famille, peut-être mes propres enfants, je les installerai dans mon salon loin de tout cela. Ou alors mon plan de vengeance prenait une autre tournure plus sombre, plus directe sur les nouveaux canapés eux-mêmes, l'idée tordue de laisser un futur bébé régurgiter directement sur leur tissu immaculé, ou de les vendre moi-même, pour une bouchée de pain sur un site de petite annonce quand mes parents seraient absents, juste pour leur faire sentir la perte, le mépris qu'ils m'avaient infligé. Mais ces plans étaient lointains, incertains et surtout, ils ne résolvaient pas mon problème immédiat, je ne savais pas où étaient mes canapés qui les avaient vraiment, et pourquoi ma tante avait agi ainsi. Chaque jour, en voyant ces horreurs dans le salon, la blessure s'aggravait, le sentiment d'injustice et de profonde tristesse grandissait. J'ai passé des nuits blanches à ruminer des scénarios à la fois de reconquête et de vengeance. Mes tentatives pour obtenir des réponses de ma famille se heurtaient à un mur d'indifférence ou d'incompréhension. J'ai cherché, sur Internet, des moyens de retrouver des objets vendus, j'ai contacté des associations, j'ai même pensé à engager un détective privé, mais cela me semblait fou et hors de prix. Je me sentais de plus en plus seule avec mon chagrin et ma colère. Mes amis ne comprenaient pas l'importance de cette histoire de canapé, ils me disaient de passer à autre chose, de laisser tomber, mais pour moi c'était laisser tomber une partie de mon histoire, une partie de ma famille, de mes racines. J'ai atteint un point de rupture, l'impression de ne plus pouvoir respirer dans cet appartement envahi par ces meubles qui symbolisaient tout ce que je rejetais, l'indifférence, l'opportunisme, l'oubli du passé. L'espoir de retrouver mes canapés s'amenuisait, et avec lui l'espoir de voir un jour mes parents comprendre ma douleur. Alors que j'étais au plus bas, perdu dans mes pensées sombres, en errant un soir dans les rues de Lyon, l'atmosphère de la ville nocturne a ravivé en moi ce sentiment qu'il y avait des secrets cachés, des vérités à découvrir, et je me suis souvenu de cette agence Mi Détective. J'ai cherché à nouveau sur Internet, cette fois avec la détermination du désespoir. J'ai trouvé le site de Mi Détective et j'ai lu sur Clara, sa fondatrice, comment elle abordait les enquêtes avec discrétion et perspicacité. J'ai relu des bribes de ce que j'avais vu avant sur les réseaux sociaux, sa façon de parler de la ville, des mystères, des observations. Je me suis dit qu'elle pourrait peut-être comprendre cette quête qui dépassait l'aspect matériel. J'ai rempli le formulaire de contact décrivant brièvement ma situation, sans trop de détails, de vengeance, juste mon désir ardent de retrouver ces canapés sentimentaux disparus et le sentiment que l'on m'avait menti. Quelques jours plus tard, Clara m'a contactée. Sa voix au téléphone était calme et professionnelle. Je suis allée la rencontrer dans son bureau à Lyon, un lieu simple et discret qui correspondait à l'image que je m'étais faite d'elle. Je lui ai tout raconté, l'histoire des canapés, l'oncle riche, les parents indécis, la tante, et ses versions changeantes, mon attachement profond, mon sentiment d'avoir été ignorée et blessée. Elle a écouté attentivement, posant des questions précises sur les dates, les personnes impliquées, la manière dont les canapés avaient été emportés. Elle m'a expliqué les limites de son action, elle ne pouvait pas voler les canapés ou enfreindre la loi, mais elle pouvait enquêter légalement pour découvrir ce qui s'était passé, où étaient les canapés, et recueillir des preuves. Elle a accepté de prendre mon cas, un petit cas sentimental, comme elle l'a dit avec un léger sourire, mais elle a compris que pour moi ce n'était pas petit du tout. Clara a commencé son enquête, elle a fait des recherches discrètes sur ma tante, sur le magasin de meubles, elle a exploré les sites d'annonces, les dépôts-ventes de la région de Lyon, elle a posé des questions subtiles. Pendant ce temps, j'essayais de continuer ma vie, le nouveau travail avait commencé, j'économisais, mais mon obsession pour les canapés ne diminuait pas. Quelques semaines plus tard, Clara m'a appelé. Elle avait trouvé quelque chose. Ses recherches l'avaient menée à un petit dépôt-vente un peu excentré. La gérante de ce magasin s'est souvenue de deux vieux canapés correspondant à ma description apportée par une femme qui ressemblait à ma tante. La gérante a pu fournir une copie du bordereau de dépôt. Ma tante les avait vendus quelques jours seulement, après les avoir pris pour une somme dérisoire, ridicule même. Non pas donnés à des œuvres de charité, non pas installés dans sa maison de campagne, mais vendus comme de vulgaires meubles d'occasion sans valeur. Clara avait aussi réussi à obtenir des informations sur les canapés neufs de l'oncle. Elle a découvert qu'ils n'étaient pas neufs du tout, mais provenaient d'un lot de fin de série, d'une grande exposition de meubles de luxe légèrement endommagés pendant le transport, et que l'oncle avait obtenu pour une fraction de leur prix réel. Il ne nous les avait pas offerts par pure générosité, mais parce qu'il voulait s'en débarrasser.
La vérité était encore plus blessante que je ne l'imaginais. Ma tante s'était débarrassée de mes souvenirs précieux pour quelques euros et mon oncle avait offert des restes en se pavanant. Forte de ces informations, et avec les preuves recueillies légalement par Clara le bordereau de dépôt, les photos du dépôt-vente, les informations sur l'origine des nouveaux canapés, j'ai mis en place mon plan final, non pas une vengeance mesquine sur les objets mais une confrontation basée sur la vérité. J'ai demandé à mes parents et à ma tante de venir à l'appartement un dimanche après-midi. L'atmosphère était tendue, ils sentaient que quelque chose n'allait pas. J'ai commencé calmement en redisant à quel point ces vieux canapés étaient importants pour moi, la douleur que leur perte m'avait causé, le sentiment d'avoir été ignoré. Puis j'ai montré les preuves. J'ai donné le bordereau de dépôt à ma tante en lui demandant d'expliquer pourquoi elle m'avait menti, pourquoi elle avait vendu ces canapés qu'elle prétendait vouloir garder ou donner. Elle est devenue livide, à bafouiller des excuses incohérentes, accusant la gérante du dépôt-vente de mentir, mais le papier était là, sa signature aussi. J'ai ensuite parlé des nouveaux canapés, de leur véritable origine, prouvée par les informations de Clara. J'ai expliqué qu'ils n'étaient pas un cadeau généreux, mais un débarras déguisé. J'ai regardé mes parents. Leur visage était fermé, embarrassé. Ils ne pouvaient pas nier les preuves. Ma tante est partie, en claquant la porte, furieuse d'avoir été démasquée. Mes parents sont restés silencieux pendant un long moment. Ils n'ont pas vraiment présenté d'excuses, mais ils ont reconnu du bout des lèvres qu'ils auraient dû écouter que ma tante avait mal agi. Le salon était toujours le même, avec ses canapés étrangers, mais l'air était différent, plus léger d'une certaine manière. Je n'ai pas retrouvé mes canapés, il était probablement trop tard, ils avaient sûrement été vendus à d'autres personnes, mais j'avais obtenu justice, non pas en me vengeant, mais en rétablissant la vérité, en me tenant debout, et en disant que mes sentiments comptaient, que mes souvenirs avaient de la valeur. J'ai remercié Clara, son aide a été précieuse pour sortir de l'impasse de la colère et de l'impuissance. J'ai compris que la vengeance n'était pas toujours d'obtenir ce que l'on a perdu, mais parfois de révéler les actions des autres et de trouver sa propre paix intérieure, même si l'on ne récupère jamais ce qui a été pris. Le salon est toujours inconfortable, mais maintenant je sais la vérité, et ce savoir est une forme de confort en soi.